Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'analyse sur Public Sénat. La promesse est dans le titre, donner du sens à l'actualité grâce à l'expertise de nos invités. Et voici le sommaire de ce 12 octobre. Le conflit chez Total Energy entre dans sa troisième semaine. Le bras de fer continue. Le syndicat FO rejoint la CGT dans le blocage des raffineries. Le gouvernement déclenche la réquisition des personnels d'un site Esso ExxonMobil de Seine-Maritime. Et chez les opposants politiques, l'hypothèse d'un embrasement social inquiète les uns et ravit les autres. Seul motif d'espoir aujourd'hui, Total annonce ouvrir des négociations. Dans notre débat de société ensuite plus prospectif, on va partir de ce chiffre. Seuls 35,5% des 60-64 ans travaillent en France. À quoi bon reculer l'âge de la retraite si les entreprises continuent de se débarrasser de leurs salariés les plus âgés? Le ministre du Travail fait des propositions pour changer la donne. On les passera au crible de nos experts tout à l'heure. Mais d'abord donc cette nouvelle journée de grève dans les raffineries et ses répercussions politiques avec Jérôme Rabier. Face aux images de files d'attente devant les stations-service, le gouvernement tente d'activer tous les leviers. Comme annoncé hier par Elisabeth Borne, les premières réquisitions arrivent dans les raffineries bloquées. L'État prend alors sa responsabilité en demandant au préfet de prendre des arrêtés de réquisition dans les plus brefs délais qui devraient être opérationnels aujourd'hui, de manière à bloquer l'accès au dépôt de carburant de Port-Jérôme et améliorer la situation dans les jours qui viennent. Une fermeté gouvernementale pour les raffineries du groupe Esso ExxonMobil, car dans cette entreprise, la direction et une majorité de syndicats ont signé un accord qui devait permettre la reprise du travail. Mais les représentants CGT de l'entreprise veulent poursuivre la mobilisation. En revanche, pour le groupe Total Energy, le gouvernement attend de voir l'issue des discussions prévues entre la direction et les syndicats. Du côté de la CGT, on affirme que la balle est dans le camp de la direction. On est heureux d'apprendre que la direction ait enfin repris raison et accepte de rencontrer la CGT. Bien évidemment, c'est ce qu'on demande depuis le début. On est maintenant au 16e jour de grève. On n'a pas eu de contact avec la direction. Donc évidemment, ce contact arrive et on sera présent et on discutera avec elle. Mais sur le terrain, le conflit s'envenime. Force ouvrière a annoncé rejoindre la CGT dans cette grève sur une partie des sites de Total Energy bloqués. Le gouvernement a déjà prévenu qu'en cas de désaccord dans les discussions, il n'exclut pas de nouvelles réquisitions qui doivent permettre un retour à la normale en quelques jours. Voilà, on décortique les conséquences sociales, politiques de cette grève avec mes invités. Claire Chartier, bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste et essayiste. Sylvain Boulouc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Historien, spécialiste du communisme, des mouvements anarchistes et de l'extrême gauche. Auteur du livre « Le peuple du drapeau noir », une histoire des anarchistes, publié aux éditions Atlante. J'accueille également Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Mathieu, peut-être une première question un peu générale, votre point de vue général sur cette grève, Claire Chartier, est-ce que vous la trouvez justifiée ? C'est une question qu'on pose toujours dans le cas de mouvement social, donc question classique, mais qui se pose dans un contexte qui ne l'est pas du tout. Là, on a d'abord un contexte de crise énergétique vraiment tout à fait exceptionnel, et sur le plan politique, une majorité fragile à l'Assemblée, donc tout ça colore pas mal l'analyse. Moi, c'est un mouvement qui me semble contestable à bien des égards, mais qui éclaire aussi de façon très percutante une question qui demande à être traitée vraiment d'une toute autre manière, qui est celle du partage de la valeur. Alors, on va peut-être le développer, donc je ne vais pas développer là, mais c'est pour ça que là, je vais faire court. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui est à la fois intéressant, lourd de conséquences, et peut-être effectivement social, ça peut s'embraser, mais qui demande une analyse en profondeur. C'est pas un mouvement, à mon sens, de mobilisation habituelle. Voilà. Sylvain Boulouc, les mots ont un sens, surtout dans les conflits sociaux. On a parlé de discussion, et puis ensuite, en cette fin d'après-midi, de négociations ouvertes par Total. Qu'est-ce que ça change ? Il y a plusieurs choses. Sur le fond, sur la grève, les salariés peuvent selon leur bon droit, réclamer des augmentations de salaire, quelle que soit la nature de leur emploi et quelle que soit la nature de leur travail. C'est un droit constitutionnel qui existe au moins depuis 1946. Donc ça, c'est un problème. 1846 Non, 1946. 1946. Le droit constitutionnel, le droit de grève, c'est le droit de grève, c'est 1864. J'inversais les dates. Okay. Donc ça, c'est un premier droit qui est inaliénable en quelque sorte.
Après, il y a une deuxième chose qui sont les logiques sociales et les logiques de négociation sociale qui existent ou qui n'existent pas dans les différentes branches professionnelles. En l'occurrence, dans cette branche-là, il y a eu pendant un temps des négociations sociales qui ont été rompues et qui semblent reprendre parce que les salariés se sont mis en grève en exigeant une répartition plus juste des richesses, dans la mesure où on est quand même parmi les entreprises qui font les profits les plus importants sur la planète. Et donc, chez les salariés, ça peut poser des questions de juste répartition entre des bénéfices entre actionnaires et salariés. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et après, il y a une troisième chose, c'est l'intervention qui est gouvernementale, qui est liée au contexte, qui est la réquisition. Alors ça, on va y venir après, la réquisition, je vous donnerai la parole. Qui est un moyen de pression par rapport aux négociations, en disant on va réquisitionner si jamais il y a pas. Et là, on constate une troisième chose, parce que dans la fédération CGT de l'énergie est une fédération relativement dure, avec un taux de syndicalisation encore assez important, avec des militants qui sont encore, on va dire, marqués par l'orthodoxie marchésienne pour certains d'entre eux, par une tradition militante assez forte. Et là, on a quelque chose d'assez nouveau, c'est que Force ouvrière, qui est quand même une centrale syndicale à l'opposé de la CGT dans cette branche-là, puisqu'on avait affaire à des orthodoxes d'un côté, les militants de FO rejoignent ceux de la CGT. Alors que a priori, c'est des visions assez contraires qu'ils ont du syndicalisme. Donc on est face à une revendication qui est en train de s'étendre et qui effectivement pose des questions sociales de fond par rapport au partage des richesses. Benjamin Morel, effectivement, le droit de grève, on l'a dit, existe en France depuis plus de 150 ans, bientôt 160 ans. Alors ce qui surprend ou ce qui énerve, c'est selon le point de vue peut-être politique, c'est cette idée de grève préventive. Ça existe quelque part dans le droit, cette idée-là, ou c'est simplement une possibilité offerte aux syndicalistes et aux salariés? Entre guillemets, le droit n'a pas à régir ce type de choses, pas plus d'ailleurs que le politique. C'est-à-dire que vous avez des stratégies qui sont des stratégies syndicales, et l'objectif du droit, c'est de préserver ce droit de grève, mais en le conciliant avec d'autres droits et d'autres impératifs. On y reviendra sûrement sur les réquisitions. Il y a un impératif d'ordre public. Il y a également un impératif de continuité, un principe de continuité du service public qui fait que, vous pouvez modérer ce droit de grève. Vous pouvez éventuellement y porter non pas des atteintes, mais en tout cas, conduire à parfois, en encadrer l'exercice parce que justement, il y a d'autres impératifs. Et donc, ce faisant, même si vous faites une grève préventive, etc., vous devez obéir à un certain nombre de règles, que ce soit en termes de blocage, par exemple, qui normalement dans la jurisprudence est relativement interdite, mais de manière assez floue. Mais vous ne pouvez pas interdire à un autre travailleur qui voudrait lui aller travailler d'avoir accès à son lieu de travail. Vous ne pouvez pas non plus dégrader les biens de l'entreprise, etc. Donc il y a ces limites-là. Et ensuite, vous pouvez avoir une limitation de votre droit de grève. On peut vous réquisitionner dès lors qu'en effet, il y a un principe de continuité de service public ou de maintien de l'ordre public. On y reviendra évidemment tout de suite sur cette histoire de réquisition. Alors pour l'instant, on l'a dit dans le sujet de Jérôme Chartier, décidé sur le site de Gravenchon-Port-Jérôme, site Esso ExxonMobil en Seine-Maritime. Ça reste une menace, on va dire ça comme ça, Claire Chartier, pour les sites de Total Energy. Sur les réquisitions, est-ce que vous diriez que c'est un choix risqué de la part du gouvernement, Claire Chartier ? Ça peut être utilisé, et ça l'est de fait politiquement, comme effectivement une surenchère de la part du gouvernement qui fait monter la pression face à des grévistes qui, eux, ne voudraient pas diviser le pays. Donc ce sont les pouvoirs publics qui jouent la force. Enfin, ça répond aussi à une demande d'une partie de l'opinion française, qui est assez divisée d'ailleurs. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, que j'employais le terme contestable, parce qu'il me semble qu'à cette question classique, là, on peut apporter une réponse effectivement assez tranchée. Si l'on regarde, si l'on reprend les salaires qui ont été avancés et si l'on prend les chiffres de la CGT elle-même, on a quand même un salaire moyen de ces opérateurs de raffinerie qui tourne autour de 3 300 € bruts, sans compter donc la participation. Et Total disait, si on rajoute intéressement et participation, on arrive à presque 5 000. Mais admettons que Total joue sa carte. Ça a été vérifié par Le Monde. Je vais juste faire une petite incise là-dessus, qui dit que ce chiffre-là de 5 000
mensuel, si on ajoute salaire, intéressement, participation, c'est pour des opérateurs de raffinerie qui ont plus de 20 ans d'expérience. Donc voilà. Donc effectivement, on peut considérer que c'est moins, en effet. Bon, il faut quand même rappeler que le salaire moyen pour les Français tourne autour de 3 000 € et qu'une infirmière d'hôpital, elle gagne en brut 1 000 € de moins. Donc il y a quand même et dont on sait qu'elle a une utilité sociale. Donc il y a quand même une réalité salariale à laquelle il faut opposer les conséquences de ce mouvement. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on est quand même dans un pays qui est considérablement ralenti en raison de cette grève. On a effectivement des entreprises au ralenti, des agriculteurs qui ne peuvent pas travailler, des transports qui ne peuvent pas fonctionner. Et puis, qui sont ceux qui pâtissent le plus de ce mouvement? Eh bien, ce sont les salariés, finalement, les plus modestes, qui n'ont pas les moyens de trouver des alternatives, de travailler en télétravail chez eux. Ils doivent prendre la voiture parce qu'ils habitent en zone rurale. Et donc, il y a aussi une autre conséquence qui me paraît très problématique, c'est celle des soignants. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des visites qui ne peuvent pas être effectuées parce que les médecins et les infirmières ne peuvent pas se déplacer pour des personnes âgées qui ont besoin de cette aide-là. Il y a des hôpitaux qui ont lancé l'alerte du risque d'une rupture de soins. Donc là, on revient à ce que disait Benjamin, c'est qu'il y a un risque véritablement là, effectivement, de rupture du service. Et donc, un mouvement qui se réclame de la justice sociale, puisque c'est vraiment ça le ferment de ce genre de mobilisation. Et ça peut parfaitement se comprendre encore une fois. Et je ne dis pas qu'ils gagnent, qu'ils ont des gros salaires, c'est pas du tout ce que je dis. Mais cette revendication de justice sociale, finalement, elle a pour effet un peu l'effet inverse, parce que finalement, elle en fait pâtir des gens qui sont soit vulnérables, soit des salariés qui ne roulent pas sur l'or. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Il faut ajouter à celui-là un deuxième, parce que ça n'exonère absolument pas ce que je viens de dire, la responsabilité du gouvernement. Et de Total. On y reviendra un tout petit peu plus tard, Claire. Vous vouliez répondre? Oui, je voulais juste prolonger, parce que c'est vrai que les salaires peuvent sembler nettement supérieurs aux salaires moyens en France. Après, il faut voir aussi les conditions de travail, parce que c'est les 3-8 pour la majorité. C'est pour ça que je parlais des infirmières à l'hôpital. Oui, mais... c'est pas facile non plus pour elles. Oui, mais on ne peut pas opposer catégorie par catégorie au moins 10 ans. C'est les gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, travaillent au 3-8, ils sont en horaire décalé en permanence, et ainsi de suite. Les infirmières n'ont certainement pas un syndicat aussi fort derrière pour se mobiliser. C'est pas le problème du syndicalisme, c'est le problème des conditions de travail qui sont en train de poser. Le problème du salaire, c'est Sylvain Woulouk, mais c'est aussi le problème de professions qui ont un pouvoir de blocage que d'autres n'ont pas et qui donc finissent par pouvoir, j'emploie le terme à dessein parce qu'il peut être provocateur pour certains, pouvoir paraître à une partie de l'opinion française comme des privilégiés finalement. Mais enfin, comme vous le disiez, je suis très partagé sur cette affaire-là parce qu'on opposer les salaires des uns et des autres en disant aux gens de Total il y a plus pauvres que vous, c'est pas le sujet à mes yeux. C'est pas parce qu'il y a plus pauvres qu'eux qu'ils pourraient pas demander une augmentation. D'autant que la situation dont il faut prendre compte, c'est qu'ils travaillent pour Total. Un groupe multimilliardaire dont le PDG a vu sa rémunération augmenter de 50%, engranger des bénéfices colossaux, qui vient de verser un dividende en avance à ses actionnaires de quelques 2,6 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne. Donc que des salariés d'une entreprise ultra profitable, dont le management s'octroie des rémunérations ultra profitables, demande sa part du gâteau. Je vois pas au nom de quoi on leur dirait oui mais attention il y a plus pauvres que vous. Non, eux ils vivent dans une entreprise particulière. C'est aussi la responsabilité totale qui est manifeste de ne pas vouloir ou de ne pas avoir su déminer en amont ce sujet. Après, il y avait des négociations qui étaient prévues au 15 novembre. Manifestement, ça n'a pas marché. Bon. Vrai, donc on peut jeter la pierre sur la CGT. Et moi, je pense que les torts sont bien partagés. On peut aussi dire qu'on est dans une entreprise particulière. Par ailleurs, dernière chose, le gouvernement n'a cessé de dire depuis l'été aux entreprises, augmenter les salaires. Et c'est pour ça que ce conflit est intéressant, parce qu'il y a des enjeux qui vont au-delà de Total. Ce mot d'ordre en disant... Allez, je redonne la parole. Benjamin Morel et ensuite Sylvain Woulouk. C'est sans doute l'erreur de communication majeure de la CGT dans cette affaire. C'est-à-dire que quand vous voulez remporter une grève, entre guillemets, vous avez deux ressources. La ressource blocage, et là, en effet, la CGT Chimie, dans le secteur de la raffinerie, aujourd'hui, a une capacité de blocage qui est indéniable et dont elle fait la démonstration. Mais ensuite, vous avez l'opinion publique. Si votre blocage n'est pas populaire, que vous perdez la bataille de l'opinion, ça devient très compliqué. Or là, en effet, les salaires qui ont fuité, etc., font que probablement, à ce stade-là, la CGT a perdu la bataille de l'opinion. La force des syndicats en Grande-Bretagne qui aujourd'hui lancent des grèves, c'est de dire nous faisons grève, mais nous faisons grève pour l'ensemble des salaires. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, et peut-être que Sylvain l'abordera, mais le caractère très fragmenté de la CGT, Martinez est particulièrement inaudible, pour ne pas dire totalement mutique,
depuis quelques jours, eh bien, fait que ce combat qui est un combat sectoriel est resté un combat sectoriel, alors que du point de vue de la communication politique, la CGT avait tout intérêt à le généraliser. Et elle tente de le faire. Aujourd'hui, oui, là, maintenant, elle tente de le faire. Il y a une tentative, notamment, d'amener un mouvement dans les centrales nucléaires, dans certaines centrales nucléaires. Et en disant aussi qu'ils se battent pour les salaires. Oui, en fait, ils essayent d'élargir le propos en disant qu'ils se battent pour les salaires pour tous les salaires. Moi, j'ai le sentiment qu'ils se battent d'abord pour leur propre salaire. Et d'ailleurs, ils en ont le droit. Et ils en ont le droit. Je ne dis pas le contraire. Sylvain Bouloux. Après, ça pose la question des mouvements sociaux d'une manière générale, à savoir que là, on rentre visiblement dans une nouvelle phase qu'on n'avait pas vue depuis quelques décennies. D'habitude, on a deux types de grèves. Des grèves défensives pour défendre son salaire, défendre son statut, et des grèves offensives qui sont pour une augmentation de salaire, une amélioration des conditions de vie. Là, pour le coup, on change de paradigme parce que pour une des premières fois depuis des décennies, on est dans une grève qui est vous partagez les fruits de la croissance, vous partagez les fruits de la richesse. C'est pas toujours pour la même chose et on n'est pas dans attention, on va vous supprimer votre retraite. Ça va peut-être arriver un peu plus tard, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Donc on a ce paradigme. On a un deuxième paradigme, moi qui me semble que j'ai souligné tout à l'heure et qui me semble vraiment important, c'est que c'est pas uniquement la CGT maintenant, c'est la CGT plus Force ouvrière, enfin la CGT Force ouvrière, avec des perceptions, des histoires syndicales complètement différentes, voire complètement opposées. Et là, justement, il y a quelque chose qui est nouveau et qui est en train de se passer, qui n'a pas existé depuis plusieurs décennies également. C'est cette unité d'action entre deux centrales qui se sont retrouvées contre la réforme des retraites, mais qui en général sur les grèves offensives étaient assez divisées. Et là, qui se retrouvent d'accord sur une grève offensive. Donc ça veut bien dire qu'il y a une évolution. Et puis je reviens sur le troisième point. Alors c'est peut-être le cas aussi pour les infirmières, mais la pénibilité du travail dans l'industrie pétrolière chez ce type d'employés est une réalité. Hein. Vous lisez tous les témoignages des gens qui travaillent dans l'industrie pétrochimique. On n'a pas le nombre de maladies professionnelles qui expliquent le départ à la retraite beaucoup plus tôt c'est pas qu'un privilège, si vous voulez. Alors, on continue de parler des réquisitions, pas si simple à mettre en œuvre. C'est ce que nous expliquait Jean-Louis Chilansky, ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Il était sur Radio Classique. Alors la réquisition, c'est compliqué. C'est compliqué d'abord du point de vue légal. Ouais. Il faut qu'il y ait un motif d'ordre public. Vous venez de le donner vous-même. Oui, je viens de le donner moi-même, mais si la France est à l'arrêt, et du point de vue économique et du point de vue humain, c'est après ce qu'on a connu avec le Covid et tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est pas à moi de le dire, ni à vous, Guillaume. C'est aux tribunaux de le dire. En tous les cas, si le gouvernement veut mettre en place ces réquisitions, ça ira certainement devant les tribunaux, j'imagine, en tous les cas, et c'est eux qui décideront rapidement, d'ailleurs, ça peut se faire très vite, s'il y a effectivement un vrai motif pour actionner ces réquisitions. Benjamin Morel, il y a eu des précédents, notamment, on se souvient d'octobre 2010, Nicolas Sarkozy, on est en plein mouvement sur les retraites. Alors, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, disait que la France avait été condamnée devant l'Organisation internationale du travail. On a vérifié cet après-midi, ça n'a pas été jusqu'à la condamnation. Il y a eu une saisine, mais il n'y a pas eu de condamnation. Il y a eu, on va dire, des reproches faits à la gestion de ce conflit par la France, mais pas de condamnation, pour être bien précis. On est dans quel cadre légal avec la réquisition ? Alors déjà, il faut voir qu'il y a deux réquisitions possibles. Soit vous avez une réquisition au niveau national. Ça implique de passer par un décret en Conseil des ministres. C'est relativement lourd et il y a un traumatisme qui est celui des grèves de 1963. À l'époque, grande grève des mineurs. De Gaulle réquisitionne les mineurs. De Gaulle tombe de 10 points dans les sondages. C'est une forme de traumatisme aujourd'hui au niveau national. On n'emploie quasiment plus cette procédure. L'autre élément, ce sont des réquisitions via les préfets. Ce que là, on voit aujourd'hui. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est plus limité d'un point de vue géographique parce que ça dépend de l'aire de compétence d'action du préfet, donc le département, et évidemment, ça implique que vous ayez localement quelque chose qui vous permette de justifier la réquisition. Or, il faut voir que cette réquisition, elle se justifie uniquement par deux choses. Soit par une atteinte à l'ordre public. L'ordre public, c'est pas tout et n'importe quoi. L'ordre public, c'est quelque chose qui est relativement cadré en jurisprudence, salubrité, tranquillité, sécurité publique. Donc, il faudrait que là, on ait une atteinte qui soit caractérisée à l'un de ces facteurs. Ou bien, vous pouvez avoir également un problème de continuité du service public. C'est ce qu'on évoquait. Le service public, c'est quoi ? Si vous n'avez pas de pétrole dans votre ambulance, si vous n'avez pas de pétrole dans votre voiture de police, si vous n'avez pas de pétrole dans votre bus scolaire, il y a un problème de continuité du service public. En règle générale, quand on porte atteinte au droit de grève,
on voit ça de manière assez régulière, c'est dans les grands services publics. Parce qu'il y a ce principe de continuité du service public. Lorsque vous avez des transports qui sont à l'arrêt, on va organiser un service minimum. Là, on est dans une entreprise privée, donc c'est le problème qui ici, certes a des répercussions sur les services publics, mais bon. Le problème ici, c'est qu'on est face à une entreprise privée. Ouais. Et donc, par définition, le cadre est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment que vous arriviez à prouver que soit la continuité du service public, soit l'ordre public est troublé. Le problème, entre guillemets, c'est que fondamentalement, vous avez dans le cadre de cette entreprise privée des salariés qui ont le droit d'exercer leur droit de grève. Et donc, dans quelle mesure vous cassez la grève et dans quelle mesure vous assurez la continuité du service public? Ça, la réponse, en termes de jurisprudence, elle est assez simple. D'abord, il faut que vous arriviez à montrer que l'entreprise est essentielle. Le gouvernement, d'un point de vue juridique, fait une grosse erreur en faisant des réquisitions à SO et pas à Total. Parce qu'en réalité, l'argument du gouvernement, si je l'ai bien compris, c'est de dire, d'un côté, les négociations avancent, de l'autre, elles n'avancent pas. Ce n'est pas au gouvernement d'être l'arbitre de l'avancée des négociations. Le gouvernement parle d'un point de vue purement juridique. Le gouvernement doit dire est-ce que c'est essentiel pour la continuité du service public et l'ordre public ou pas. L'avancée des négociations n'a rien à voir dans l'affaire. Sinon, vous intervenez dans la marge de négociation des salariés. Et donc là, il y a une fragilité juridique. Oui, ils ont voulu peut-être, pardon de vous interrompre, mais ce qui s'est passé chez, on l'a dit dans le sujet de Jérôme Rabier, chez Esso ExxonMobil, c'est qu'il y a eu un accord salarial signé lundi, mais au niveau du groupe, accord qui a été par 2 syndicats qui sont majoritaires dans le groupe, accord qui n'est pas validé ou qui est dénoncé par la CGT localement dans la raffinerie. Voilà. Et donc, alors je ne dis pas que ça justifie la réquisition, mais en tout cas, politiquement, on peut comprendre la réflexion qui a été menée par Elisabeth Borne et son gouvernement. Politiquement, on peut comprendre en effet la réflexion, mais du point de vue purement juridique, que vous ayez une centrale syndicale ou quelques salariés qui décident de faire grève, le droit de grève est le même, si vous voulez. Donc là, fondamentalement, il peut y avoir un problème et il y a une fragilité juridique dans cette décision du gouvernement que le gouvernement a lui-même créée. L'autre limite en matière de réquisition, c'est qu'en réalité, vous ne réquisitionnez, comme il ne s'agit pas de briser la grève, vous ne réquisitionnez que justement pour assurer l'ordre public et la continuité du service public. Ce qui implique... Oui, donc ça veut dire que ça ne règle pas la question le service minimum. Des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers d'automobilistes qui passent 2 heures ou 3 heures à essayer de trouver de l'essence. Et si vous prenez le métro en période de grève ou si vous prenez le train en période de grève, vous savez que le service minimum dans les transports, ce n'est pas le service normal. Et donc là, en effet, ce n'est pas vraiment la fin du problème avec cette réquisition. Un dernier mot sur réquisition. On va ensuite ouvrir un chapitre un peu plus politique. Vous parliez du rapprochement force ouvrière, CGT dans le mouvement des raffineries Total. Est-ce que la décision du gouvernement a pu faire office un peu de chiffon rouge et expliquer cette radicalisation ou en tout cas ce durcissement? Ce durcissement, certainement. Et puis, il faut garder à l'esprit l'arrière-fond qui va être beaucoup plus général, qui risque de nous occuper dans les semaines à venir, c'est la réforme des retraites, où là, il y a un rapprochement, enfin, il y a même plus qu'un rapprochement, il y a même un front unique syndical qui va de l'UNSA à la CFDT jusqu'à la CGT pour refuser les propositions actuelles du gouvernement. Donc, il y a des conflits sociaux qui risquent aussi d'exploser, et on va retrouver des unités d'action, je dis bien des unités d'action syndicale, pas des unités syndicales, où on risque de retrouver dans un certain nombre de fois l'ensemble des fédérations syndicales ou des confédérations syndicales ensemble dans des mots d'ordre de grève, compte tenu de la façon dont le gouvernement est en train de dire on va négocier, mais de toute manière on vous impose on vous impose les principales décisions. Et là encore, ça repose le problème des réquisitions, puisqu'on est dans un État qui squeeze les partenaires sociaux et qui squeeze les négociations sociales qui, normalement, devraient avoir lieu uniquement entre patronat et représentants des salariés. Alors justement, ça pose la question, vous nous offrez la transition toute trouvée pour donner la parole à Mathieu. Vous vouliez revenir sur alors là, on élargit encore, évidemment, sur les relations tendues entre Emmanuel Macron et les syndicats. Comment les qualifier, tiens ? Mais c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué devenu dialogue de sourds. Sur le papier, tout semblait pourtant réuni quand Emmanuel Macron a gravi les marches du pouvoir en 2017, parce que le jeune président, il aimait à se décrire comme un enfant du rocardisme, et on a cru un peu vite qu'il serait, à l'image de son mentor, donc Michel Rocard, un apôtre de la deuxième gauche, c'est-à-dire celle de la négociation versus celle de la confrontation.
celle de la négociation, voilà, je le disais, celle du contrat plutôt que celle de la loi. Bref, qu'il donnerait en gros toute sa place au dialogue social pour mener ces réformes. Et puis le suspense a duré en fait très très peu de temps, parce que 3 mois après son annexion, les syndicats ont découvert un petit matin le projet de réforme du Code du travail par ordonnance. Le chef de l'État avait choisi de le faire de cette façon-là. En fait, le ton de la relation entre Emmanuel Macron et les syndicats a été donné ce jour-là, c'était le 30 août. 2017, ça n'a pas changé depuis. Ce qui relève de la puissance publique peut faire l'objet d'informations et de concertations, mais pas de négociations, a confié plus tard Emmanuel Macron à un journaliste. Pourquoi cette méfiance vis-à-vis des syndicats ? En fait, parce qu'Emmanuel Macron les juge à la fois trop faibles, trop peu représentatifs et puis trop peu fiables. Il n'a jamais cru au corps intermédiaire parce qu'il est persuadé, depuis son élection en 2017, que justement son élection, elle vaut blanc-seing pour appliquer son idée et son programme. Ses idées et son programme. Le macronisme, en fait, il s'est construit comme un combat contre les rentes, et pour le chef de l'État, le syndicalisme en est devenu une, avec ses bastions, son corporatisme, son passéisme, pense-t-il. Autant d'obstacles à la grande transformation de la société française qu'il appelait de ses voeux en 2017 et qu'il appelle encore aujourd'hui. Du coup, le président de la République n'a pas fait dans le détail. Il s'est mis dos à dos la CGT, Force ouvrière, on en parlait, mais aussi les syndicats les plus réformistes, au premier rang desquels, évidemment, la CFDT, qui continue de lui en vouloir aujourd'hui. On a entendu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre, Laurent Berger, le patron de la CFDT, reprocher à Emmanuel Macron de vouloir, ouvrez les guillemets, leur marcher sur la gueule. C'était une erreur. Oui, à l'évidence, c'était une erreur qu'il perd à cash d'ailleurs, évidemment, au moment des Gilets jaunes. Tout le monde s'en souvient parce que là, il se retrouve bien désemparé en cherchant en vain des interlocuteurs, Emmanuel Macron, et qu'il continue de payer cher aujourd'hui, alors dans une période où il ne dispose plus que d'une majorité relative au Parlement. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a compris qu'il ne pouvait plus réformer tout seul, mais il semble dans l'incapacité de passer de la théorie à la pratique, et le naturel revient vite au galop. Un jour, il tend la main en promettant plus de dialogue. Le lendemain, il tape du poing sur la table pour dire c'est comme ça et pas autrement. Un jour, il appelle les syndicats à faire preuve de responsabilité. Le lendemain, il les oublie, il les méprise ou il les cornérise. Résultat, ni l'exécutif, ni les syndicats, ni les réformes surtout n'en sortent grandis. Par son obstination et son incapacité à se remettre en cause, le président est devenu lui-même un des rouages de ces blocages français qu'il dénonçait jadis. C'est quand même un comble. Effectivement. Claire Chartier, on sait qu'Emmanuel Macron a reproché à son gouvernement un peu de retard à l'allumage, il a essayé de reprendre la main. Comment vous l'expliquez, vous, cette espèce de désinvolture dans la première semaine du conflit? Comment alors c'est toujours facile à dire, assis tranquillement sur son fauteuil. Comment ils n'ont pas vu venir parce qu'il y a des connaisseurs de l'environnement social. Vous nous décriviez un secteur qui est plus syndiqué que les autres. Bref, la capacité de blocage, il y avait 2-3 éléments qui pouvaient les alerter. Oui, alors sur un plan plus général, moi je suis un peu frappée. En fait, je crois qu'ils sont assez prisonniers de leur dogme. Qui consiste à dire on va protéger les entreprises, on ne va surtout pas leur charger la barque, donc fiscale ou autre, parce que c'est le cœur battant du pays pour repartir de l'avant, etc. C'est vraiment dans cette question cruciale, et en fait c'est sur ça que porte ce conflit, donc du partage des richesses. On voit bien qu'ils sont empêtrés là-dedans, parce qu'ils ont quand même toutes les peines du monde à dissiper l'idée qu'on a, qu'ils mettent toute la pression nécessaire sur les entreprises du secteur des hydrocarbures, et notamment de Total, pour que, à défaut d'être taxées, ces entreprises précisément redistribuent. Donc c'est bien de ça dont il s'agit, c'est que Total tarde à redistribuer. Et ça peut être un élément effectivement de l'équation, c'est-à-dire qu'on a appris aujourd'hui par la bouche d'Olivier Véran que le gouvernement souhaitait demander à Total de prolonger la ristourne à la pompe. Oui, donc peut-être qu'ils se sont dit on peut pas leur taper continuellement sur la tête. Oui, je mets des guillemets à tout ça. C'est quand même, franchement, on est dans un contexte parfaitement extraordinaire. On parlait de mobilisation sociale. Là, tout est réuni, enfin vraiment, pour que effectivement le torchon brûle. La France, comme le disait la France insoumise, et là, pour le coup, ils avaient raison, n'avancez pas sur cette idée de taxe sur les super profits d'un secteur pétrolier qui, en effet, là, et on parlait d'économie de la rente, si c'est pas une économie de la rente, là, on se demande ce que c'est. Donc, la France ne réagissait pas, alors que l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni taxaient. Donc,
Finalement, ils finissent par réagir en annonçant 2 amendements au projet de loi de finances, mais dans le cadre européen d'une contribution extraordinaire, temporaire, sur le secteur, les entreprises du pétrole, du charbon, du gaz, etc. Donc, ils finissent par à réagir. Mais c'est vrai qu'on les sent, enfin, j'interprète ça comme ça, si vous voulez, d'un point de vue plus large, on les sent, en fait, pris dans cette contradiction, c'est-à-dire que je pense qu'ils mesurent très bien, effectivement, ce qui est en jeu, et en même temps, ils ne veulent pas entraver ces entreprises. Mais enfin, quand il s'agit de Total, moi, je veux bien comprendre sur des entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises, le partage de la richesse, ça peut être très compliqué, surtout dans un secteur, dans une époque où l'énergie coûte si cher. Enfin, Total, comme on le rappelait à l'instant, c'est quand même Total. Ils ont les reins solides pour pouvoir redistribuer. Donc, je pense que là, et c'est à mon avis là leur grande erreur, franchement, d'analyse, c'est qu'ils n'ont pas perçu que ce mouvement, il peut être lu d'ailleurs dans un deuxième temps comme une colère qui trouve les mauvais canaux pour s'exprimer, à mon sens, puisqu'elle pénalise tous les Français et les plus modestes notamment, mais qui est une colère absolument légitime et qui n'a pas trouvé de réponse, en fait. Et cette colère-là, ça exige qu'on pense davantage à comment on va contraindre ceux qui le peuvent à effectivement répartir le fruit de leur activité. Alors, vous vouliez tous les deux réagir. Je vais d'abord donner la parole à Benjamin Morel, ensuite Sylvain Boucle. Des réponses assez rapides, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder. Rapidement, je crois qu'il y a également une crainte d'un risque de contagion. C'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui peuvent se le permettre. Et visiblement, Total, a priori, peut se permettre d'augmenter les salaires. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas se le permettre. Et vous avez une politique qui plus est du gouvernement, qui est une politique, aujourd'hui, d'attractivité. On a beaucoup d'inflation, mais on a également des salaires qui ne suivent pas. Regardez ce qui se passe en Belgique. Vous avez des traitements des fonctionnaires, notamment, qui sont indexés sur l'inflation. En France, ce n'est pas le cas. Donc, ce faisant, si jamais vous ne bougez pas trop les salaires, eh bien, vous devenez plus attractif. Ça, c'est une politique qui est une politique de long terme d'Emmanuel Macron. Fondamentalement, si jamais vous avez une hausse globale des salaires parce que vous avez une multiplication des conflits sociaux, ça signifie d'augmenter les fonctionnaires ou ça signifie de soutenir des entreprises qui ne peuvent pas à elles seules aider aujourd'hui leurs salariés en montant les salaires. Ça signifie quoi ? Ça signifie plus de dettes. Or, vous voyez aujourd'hui que, et à Berlin et à Bruxelles, et notamment également à la BCE qui change sa politique, on est en train de froncer les sourcils. Donc là, il y a un sujet qui n'est pas qu'un sujet, je dirais, sectoriel, qui est également un sujet macroéconomique. Sylvain Bouloux, il y a aussi un rapport de force qui est intéressant, quoi, et qui explique le fait que la CGT, rejointe par EFO, on l'a dit, mais soit dans cette stratégie-là, on l'a évoqué, le fait que la CGT essaye d'étendre le mouvement à certaines centrales nucléaires. Il y a 5 réacteurs nucléaires qui sont en maintenance et où les travaux sont arrêtés aujourd'hui parce que la CGT lance une grève. Il y a cette notion-là de position de force. Ça renvoie dans ces secteurs-là, dans un contexte de crise énergétique. Oui, mais ça renvoie aux modalités d'action. C'est-à-dire, quand vous êtes salarié, vous n'avez pas finalement beaucoup d'armes. Si vous dites juste, je vais écrire un tract, je vais protester, je vais faire une négociation, il y a de fortes chances qu'on vous dise, très bien, merci, au revoir. Là, ce qui est peut-être gagné pour la CGT, alors peut-être pas la bataille de l'opinion publique pour l'instant, mais en tous les cas, ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils semblent avoir réussi, c'est de médiatiser le conflit social, puisque ça fait la une de tous les journaux depuis plusieurs jours. Et c'était peut-être un des objectifs. Oui, je vais vous dire à quel prix quand même. Oui, mais c'est toujours la même chose. Tant que vous avez des négociations qui sont dans des salons feutrés, personne n'en parle. Et s'il y a échec pour les salariés, vous prenez tous les conflits depuis plusieurs décennies, enfin plusieurs années au minimum. C'est un échec pour les salariés. Et puis on apprend, quand c'est dans une entreprise privée, qu'il y a un plan de licenciement, que 300, 400, 500 salariés vont se retrouver au chômage parce qu'il n'y a pas eu d'action publique. Le principe de ce que les syndicalistes appelaient l'action directe au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est justement d'agir beaucoup plus directement et de médiatiser, on ne parlait pas de médiatisation, mais de faire reconnaître l'importance de leur cause et l'intérêt de leur cause. Et là, on est exactement dans cette position-là. Donc, après, la balle est aussi dans le camp des pouvoirs publics en disant, et des entreprises en disant, bon, qu'est-ce que vous voulez ? On se remet autour de la table, on négocie, puisqu'on est face à des coups d'éclat et qu'on sait où, comment. Et, dernière chose, quand on est dans un mouvement social
de cette nature-là, avec derrière une crise en toile de fond qui est présente. On fait plus attention parce qu'on sait comment ça commence, mais on sait absolument jamais comment ça peut se terminer. Hein. Je rappelle, mai 68, il y avait une toute petite grève à Sud Aviation à Saint-Nazaire. Ça a donné 10 millions de grévistes quelques semaines après. Comme on est quand même aussi dans un phénomène de crise, mais de reprise économique, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer dans les semaines et les mois à venir. Aussi la difficulté, la ligne de crête sur laquelle le gouvernement peut se trouver depuis quelques jours pour savoir s'il penche plutôt vers le côté réquisition, usage de la force, ou vers le côté laissons la place à la négociation. On va parler des réactions politiques, évidemment, il y en a beaucoup. Bonsoir Quentin Calmet qui nous rejoint. Thomas, ça a nourri les questions d'actualité au gouvernement cet après-midi ici au Sénat. Exactement, j'entendais votre débat en plateau, ça faisait vraiment écho avec ce qui s'est passé dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. Vous allez le voir, c'est beaucoup sur le thème des super profits de Total. Les communistes qui ont ainsi dénoncé les milliards d'euros de bénéfices en 2022 sur le dos, en plus, selon eux, du bouclier tarifaire mis en place par l'État. Écoutez la prise de parole, un extrait en tout cas, la prise de parole d'Éric Bocquet tout à l'heure. Les salariés des groupes pétroliers demandent légitimement leur part de cette réussite, entre guillemets, et revendiquent une hausse de leur salaire. La satisfaction des revendications des salariés pour Total Énergie représenterait une somme de 140 millions d'euros, soit 1,4% des profits du seul premier semestre. Et le sénateur donc de demander au gouvernement de faire pression sur la direction de Total. Autre prise de parole sur ce thème des super profits et de la grève chez Total, avec celle de Patrick Kanner, le chef de file des sénateurs socialistes au Sénat, et qui a réclamé des hausses générales des salaires en France face à l'inflation. Une proposition que les socialistes, a-t-il dit, font au gouvernement depuis le mois de juillet. Écoutez Patrick Kanner. Voulez-vous faire comprendre à des salariés de Total qui demandent une revalorisation de 10%, 7% pour l'inflation, 3% pour les profits de l'entreprise, que leur patron, M. Pouyanné, a augmenté de 52% son salaire en 2021 pour atteindre 500 000 euros par mois. Voilà ce qui est injuste et vous ne le combattez pas. Vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. Alors, on va donner un peu la parole du coup à l'exécutif. La Première ministre, elle, qui a vanté son bilan, parlant par exemple de la hausse du SMIC, revalorisée de plus 8% pour l'année 2022, qu'elle a comparé à l'inflation de 6%. Elle a également salué les plus de 500 accords de branche déjà signés depuis le début de l'année 2022. Écoutez un autre extrait de sa réponse. Je suis d'accord, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires, a fortiori dans la période d'inflation que nous connaissons. Mais, Monsieur le Président Kanner, je sais que vous le savez, c'est du dialogue social que viendra la réponse. Le dialogue social, j'y crois profondément. Mais le dialogue social, c'est se mettre autour de la table, c'est respecter les accords majoritaires, c'est chercher des compromis, ça n'est pas bloquer le pays. Voilà, on le voit, Thomas, le point de départ, c'était bien Total, mais ce que les sénateurs de gauche ont voulu mettre comme débat sur la place publique, c'est bien la question des salaires pour tous. Merci Quentin. Je voudrais qu'on parle effectivement du risque ou de la possibilité d'une extension de ce mouvement, risque d'embrasement social, disent certains. On a parlé des travaux bloqués, travaux de maintenance dans 5 réacteurs nucléaires. Est-ce que ça aussi... Claire Chartier, vous mettez ça dans le même sac. Vous disiez, est-ce que cette grève est justifiée? Est-ce qu'elle est responsable? Oui. Voilà, on est dans un contexte de crise énergétique avec un enjeu de passer l'hiver, l'expression qu'on emploie depuis des semaines, éviter les coupures d'électricité. Est-ce que c'est le moment de lancer cette grève? C'est pour ça que l'analyse, je trouve, est assez complexe parce que, en effet, on se dit, je crois que, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir ressenti la société française aussi tendue, aussi crispée depuis que je travaille comme journaliste. Franchement, je n'ai jamais connu une période comme celle-là. Donc c'est vrai qu'on se dit rajouter en plus cette difficulté-là, même si, encore une fois, la cause est parfaitement justifiée. Alors en plus, vous parliez du nucléaire, là c'est autrement symbolique, c'est qu'on sait très bien que toute la stratégie, la survie énergétique, elle repose sur ces fameux réacteurs qu'il faut remettre en route. Donc maintenant, quand on apprend en plus qu'il ne vaut peut-être pas se remettre en route au moment où il faut, là, c'est vrai que ça a de quoi vraiment démoraliser très profondément le pays. Et c'est vrai, j'avoue, je trouve que il y a une part il y a quelque chose qui me dérange là, parce qu'on a tellement de mal à faire face à l'adversité aujourd'hui que ça s'enchaîne de cette manière-là. Je ne sais pas de quelle façon, finalement, ça peut être constructif pour le pays. Voilà, c'est juste... Je rejoins assez
embrasser l'idée qu'un dialogue social, c'est un dialogue social et qu'effectivement, il faut des leviers, mais que ça doit pouvoir, cette question des salaires, se parler, se discuter effectivement, par des moyens qui soient, encore une fois, plus constructifs pour la collectivité. Mais on l'a déjà dit sur ce plateau, avec vous d'ailleurs, Sylvain Boulouc, et vous l'avez rappelé, on dit souvent la CFDT, syndicat réformiste, on a de nouveau employé cette expression, et localement, soit dans des accords de branche, soit dans des entreprises, la CGT signe beaucoup d'accords avec le patronat. Donc, est-ce que, je vais vous poser la même question que la dernière fois, parce que j'ai tellement cette impression, et j'avoue que ça bagasse moi, l'impression qu'il y a deux attitudes, presque une posture nationale, où on est dans des enjeux, il faut montrer qu'on a un syndicat dur qui négocie pas et qui signe aucun accord, et puis localement on en signe plein. Elle est où la cohérence de ce syndicat dans ce cas-là ? En fait, l'histoire du syndicalisme, alors je vais essayer d'être... Alors aller vite. Je vais être très très bref. Il y a plusieurs choses. Tout syndicat, donc localement, je ne parle pas des confédérations syndicales, tout syndicat localement est par définition réformiste, puisque son objectif est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses salariés. Donc à partir de ce moment-là, il y a un moment où il faudra négocier avec l'entrepreneur. Deuxième chose, les logiques entrepreneuriales et les logiques salariales ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, ça s'appelle le conflit entre le capital et le travail, ou, comme disait Raymond Aron, pour prendre un libéral, ça s'appelle aussi la lutte des classes, puisque on a deux groupes antagonistes qui vont s'affronter. Après, on a une histoire syndicale sur laquelle on n'a pas le temps de revenir aujourd'hui, qui est effectivement, il y a des postures qui sont différentes si vous êtes CDTiste ou CGTiste, donc à la CFDT ou à la CGT. Cela étant, quand on regarde localement, on retrouve cette tradition syndicale qui est de négociation. Alors après, effectivement, on a des appareils au niveau national qui sont sur des positions relativement différentes. Mais il faut faire attention à certaines choses. C'est que ces positions, elles peuvent évoluer d'un moment à un autre. Sur les retraites, là, on a pour l'instant un unanimisme dans le refus de tout recul de l'âge de retraite. Donc ça va dépendre de la façon dont les différentes centrales syndicales ont pensé les évolutions de la société française depuis les décennies. Je ne sous-estime pas la part de responsabilité de ce gouvernement, pardon de vous interroger, de ce gouvernement, Mathieu l'a évoqué, d'autres gouvernements auparavant. Je ne sous-estime pas la part de responsabilité du patronat et du MEDEF, mais pourquoi on n'arrive pas à faire au niveau national ce qu'on arrive à faire localement ? Pardon de poser une question très basique, mais je n'arrive pas à le comprendre. Mais en fait, ça existe. C'est juste qu'on est plus interpellé dès qu'il y a des mobilisations sociales. C'est-à-dire quand le pays est plus ou moins paralysé, on se rend compte, la CGT est plus active parce que c'est aussi une tradition, une histoire syndicale qui est différente de celle de la CFDT, qui depuis une vingtaine d'années a préféré les négociations dans des salons plutôt que l'action publique. Après, c'est des choses qui peuvent évoluer. Il y a 40 ans, la CFDT était beaucoup plus revendicative. On retrouvait les CDTistes dans les luttes sociales, dans les conflits sociaux, jusqu'à ce ces CDTistes soient exclus de la CFDT et fondent Solidaire. Enfin, les Suds, puis Solidaire. Donc, il y a des histoires syndicales qui se mêlent, s'entrecroisent. Pour l'instant, on est sur ce schéma-là. Ça ne veut pas dire forcément que ça reste ce schéma-là. Je vous rappelle que Laurent Berger, là, au dernier congrès, est obligé de faire un certain nombre de propositions beaucoup plus offensives que celles qu'il est habitué à faire, parce que les autres militants de la CFDT sont dans une posture beaucoup plus revendicatrice et beaucoup plus revendicative par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau national. Allez, il nous reste 2 minutes dans ce débat. Benjamin Morel. Non, rapidement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut voir que, d'abord, il y a bientôt des élections professionnelles. Ça compte. Deuxième élément, vous avez une base qui aujourd'hui est beaucoup plus radicale que le sommet. C'est-à-dire que même s'il y a des accords de branche, quand vous regardez aujourd'hui la base, et d'ailleurs les leaders syndicaux vous le disent, fondamentalement, ils sont souvent dépassés par leur base. Souvenez-vous de la réforme des retraites, où en réalité la CFDT elle-même avait du mal à tenir ses troupes. Et ça, il faut en tenir compte également quand vous rentrez dans une négociation avec le gouvernement, ou au contraire quand vous refusez de rentrer dans cette négociation. Ensuite, vous avez une base sociale. Tout à l'heure, on parlait de la représentativité des syndicats aux yeux d'Emmanuel Macron, mais vous avez une base sociale qui, aujourd'hui, échappe en grande partie à ces syndicats. Soit parce que, d'un côté, une grande partie vote RN, soyons clairs, et ce qui pose problème aux syndicats, notamment parce que parfois, ce sont leurs mêmes troupes qui peuvent voter pour le Rassemblement national, et deuxièmement, parce que quand vous prenez les enquêtes d'opinion, en réalité, vous avez sur ces sujets une radicalité de l'opinion. Prenez une enquête IFOP pour l'humanité de mai 2021.
taxation des dividendes, interdiction des licenciements, etc., vous avez jusqu'à 70% des Français qui sont d'accord avec des propositions qui ne sont même pas aujourd'hui proposées par LFI. Donc, fondamentalement, vous avez une nécessité pour ces syndicats, s'ils veulent être représentatifs, d'être également dans une position de radicalité, dans une période qui est une période, en effet, extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Ouais, et je rappelle que pour l'instant, l'opinion, selon les derniers sondages, est assez partagée. Il y a 40% qui sont favorables à la grève, 42% défavorables, ou l'inverse. Enfin bref, ça se joue dans un mouchoir de poche. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Sylvain Boulouc, je rappelle le titre de votre livre, Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes, publié aux éditions Atlante.